Allez, c'est parti. C'est Valérie ce matin qui va nous présenter et si nos clients créaient l'offre à notre place. Donc, super sujet d'actualité et très intéressant. Donc, on va laisser la parole à Valérie. N'oubliez pas, vous avez le petit bouton discussion pour nous écrire toutes vos questions. Et vous pourrez prendre la parole après directement. Mais là, on est Et un au peu fur et à trop nombreux. mesure, on vous donnera la parole. On vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions à Valérie au cours de l'intervention. Ok, bonjour à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce thème qui est super important aujourd'hui, qui est très central. Et donc, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je dirige l'agence qui s'appelle NEA Consulting, qui accompagne les dirigeants à aller encore plus loin que ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, principalement, on travaille avec les créateurs d'entreprises, les startups, les indépendants, les TPE, les PME. Et c'est vraiment les gens, les entreprises, les équipes qui ont décidé d'utiliser de nouvelles approches pour essayer vraiment d'aller plus loin et de dépasser leurs contraintes, éventuellement jusqu'à se transformer. Donc, j'interviens en région PACA et aussi à l'international, notamment au Vietnam. Pour travailler ça, alors, voilà, j'anime des ateliers, j'organise des ateliers collectifs, individuels aussi. J'appelle ça quand même des ateliers parce qu'on utilise les mêmes types de formats, d'outils, d'ambiance, de rythme. Ça peut être donc dans des lieux inspirants, dynamisants, agréables, et puis ça peut être aussi en mer, sur terre. Enfin, il y a tout un tas de programmes qui sont organisés pour réussir à faire ces ateliers-là. Voilà, bon, petite présentation, éventuellement on y retournera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment comment être central et je voudrais, auprès de ses clients, et je voudrais d'abord vous donner une petite notion de contexte que l'on connaît, mais juste par rapport à une notion qu'on appelle VUCA. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ce terme en tête, VUCA qui est en anglais Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. C'est un terme qui a été évoqué dans les années en 1987 aux États-Unis par des théoriciens du leadership et qui est là pour réfléchir à la complexité d'une situation. Et c'est en ces termes qu'ont été analysés les contextes de la guerre froide, par exemple. Et puis depuis 2002, on utilise beaucoup ce terme en leadership stratégique. Ce qui nous intéresse, c'est que quand on observe les dernières années, on voit que cette situation que l'on analyse de VUCA, la société en prend conscience progressivement depuis quelques temps maintenant. Ça a commencé avec le développement durable et plus spécifiquement depuis 2015 avec tout ce qui est RSE. On commence vraiment à mettre ces sujets autour de la biodiversité à l'époque, 2015 peut-être, où on commence à prendre conscience de cette vulnérabilité de la planète notamment. Et puis 2017 plus spécifiquement, on prend conscience des problématiques de climat. On n'a jamais entendu parler de climat autant que depuis 2017. Et puis des conditions aussi des gens, des humains, de la société, où on parle de burn-out, on parle de toutes ces situations à la fois humaines et de la planète qui nous importent beaucoup. Et cette prise de conscience de cette vulnérabilité de la situation dans laquelle nous sommes a explosé, évidemment, avec l'arrivée du Covid, qui fait que les gens ont vraiment pris conscience du fait que demain, ça peut être différent. On va pouvoir peut-être changer des choses parce qu'on a pris conscience que notre planète et nos fonctionnements n'étaient peut-être pas forcément toujours cohérents. Les impacts de cette situation, c'est que, comme on le sait, on rentre dans une crise majeure. Et il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que on peut très difficilement la comparer avec d'autres crises que l'on aurait vécues pour une simple raison, c'est qu'il y a un sentiment de peur. Ce sentiment de peur qui est cette émotion qui est directement lié avec le Covid, ce problème non seulement autour de la santé, un risque mortel aussi, et on n'a aucun point de comparaison dans le passé pour lequel on a suffisamment de données qui puissent nous aider à nous projeter dans l'avenir avec nos entreprises. Et ça crée ce sentiment de peur, et ce qui nous rend totalement, comment dire,
faibles, enfin je dirais désarmés pour gérer cette situation et on n'arrive pas à trouver d'ailleurs de bonnes solutions. Le gouvernement prend des solutions, mais quelle est la bonne solution à prendre dans ce contexte? C'est très très difficile de savoir où et comment naviguer dans un contexte VUCA. Alors nous, eh bien, nous changeons, ce Covid notamment a eu comme effet sur nous que nous changeons. Ce nous, c'est vous, c'est moi, ce sont nos partenaires, nos salariés. Nous changeons, nous avons changé de priorité. Ce n'est pas encore très défini, on ne sait pas très bien encore où on va, mais voilà, il y a un changement qui s'opère et qui est très fort, pour lequel on a petite visibilité encore. Si nous changeons, eh bien, nos clients aussi changent. Il n'y a pas de raison à ce qu'eux se soient complètement décontextualisés. Également, nos clients, que ce soit des entreprises ou des gens, tout le monde change et change de quoi? Que veut-il? Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Quels sont leurs nouveaux besoins? Est-ce qu'il y a des craintes maintenant? Est-ce qu'ils utilisent nos produits ou services? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette situation a eu comme effet sur eux? Quelles sont leurs nouvelles attentes? C'est très difficile à identifier. Du coup, si on pense à notre façon de créer des produits et des services, jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans la réflexion, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un cerveau, c'est le dessin d'un petit cerveau, mais où, en fait, on utilisait comme spécialiste pour dessiner nos offres le marketing. Le marketing était central. Ça ne veut pas dire qu'il le sera moins demain, mais ça veut dire que avant, pour concevoir un produit et service, on était très orienté autour du marketing. On faisait des études de marché, on analysait les ventes, on analysait les résultats, les parts de marché, etc. Et à partir de ça, on développait une solution, on imposait une offre, alors on va aller un petit peu plus en détail, où on améliorait quelque chose d'existant. Si je prends un exemple, on va prendre deux exemples qu'on va traiter juste après plus en détail. On va prendre l'exemple de General Electric Healthcare qui s'est dit, voilà, pour prévenir les problèmes de santé graves des gens, on va construire une machine IRM la plus puissante au monde, la plus performante au monde. Elle va être bien designée par des super designers et notre offre ce sera totalement adaptée et réussie. Ce qui est le cas. Les machines IRM de General Electric Healthcare sont au top. Mais ils rencontrent des problèmes. Ils ont rencontré des problèmes. Et on va voir de quelle manière, où en fait il y a eu un décalage entre ce produit et la réalité d'usage sur le terrain. Et puis on a un autre exemple qui est Cinéma du Sud, Tilt, qui est une association pour tout ce qui est cinéma d'art et d'essai. Ils se sont dit, tiens, nous on aimerait que les gens viennent plus facilement voir les films d'art et d'essai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une solution digitale de type Allociné. Et puis comme ça, les gens verront toute l'offre qui existe autour de ce cinéma et il y aura plus de monde qui viendra voir nos films. Et en fait, ils se sont trompés puisque ça n'a pas marché. Donc, il a fallu faire autrement pour réussir à capter ces publics. Donc, on va voir comment. On va voir plus en détail pourquoi ça n'a pas marché et la méthode qu'ils ont employée. Donc, cette façon de faire, c'est qu'on a une idée, ou bien on a une étude de marché ou les études marketing, il y a une idée qui germe autour de ça, on la fabrique, on la lance, et ensuite on va à la rencontre de ces publics pour faire simplement lancer le produit, éventuellement quelques tests, mais le produit n'a pas été testé conçu avec les utilisateurs, les futurs utilisateurs. Et ça pose un problème, parce que si on revient à notre situation VUCA, on ne sait pas ce qu'ils veulent aujourd'hui, encore moins aujourd'hui, déjà que hier c'était compliqué, et que les études de marché ne suffisaient pas pour dessiner des offres complètement à 4000% adaptées. Dans une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Donc, quelle est la solution? C'est le sujet du jour, c'est qu'au lieu d'avoir comme spécialiste de la conception de nos produits et de nos services, c'est que l'on mette ce client au cœur de la réflexion. L'avantage, c'est que non seulement on va réussir à répondre à leurs problématiques, mais on ne va pas inventer une solution, mais plusieurs solutions que l'on pourra lui proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change. Ça ne veut pas dire à nouveau que le marketing va être mis de côté, bien au contraire, mais il ne va peut-être pas arriver au même moment. On va le faire intervenir à d'autres étapes.
Donc, quand on met un focus aujourd'hui en termes de business, quand on dit que l'utilisateur, le client et le bénéficiaire sont centrales, ça veut dire qu'on va essayer de les comprendre. Et c'est ça qui est vraiment clé dans la démarche de cette approche, c'est de réussir à mettre ces gens au cœur de notre réflexion pour vraiment comprendre ses besoins et ses attentes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le business design, c'est ce que je fais moi là, c'est-à-dire que forcément, si on co-construit des offres avec les utilisateurs et les futurs clients, ça va générer des nouveaux leviers de croissance. Être proche de ce public-là va vraiment nous permettre d'aller dans le fond des choses. D'habitude, quand on crée nos offres de façon traditionnelle, on reste en surface. On va voir nos clients, on va leur demander, ou nos anciens clients, et on va leur dire, voilà, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes attentes et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Le problème, c'est que ces questions ne permettent pas d'aller chercher les besoins profonds et d'aller chercher les tendances de demain. Donc, on est obligé d'avoir d'autres approches pour aller récupérer ces tendances-là. Et ça, quand on sait faire cette démarche-là, eh bien, ça nous permet de se trouver de nouveaux leviers de croissance et puis de travailler sur des vrais axes différenciants. Le business design, ce n'est pas que être centré sur l'utilisateur, il y a tout un tas d'autres piliers qui sont très importants. Mais voilà, ça nous permet quand même de travailler sur des produits et services impactants. Donc, on va commencer, alors là, c'était un peu la théorie, puis on va cheminer un petit peu sur vous, ce que vous en pensez. On va imaginer que, OK, vous avez envie d'essayer de mettre le client ou l'utilisateur au cœur de votre réflexion pour essayer de créer des produits. Donc, je vais vous montrer un petit peu une approche. J'aimerais bien que vous essayiez de vous mettre dans cet état d'esprit, qui n'est pas forcément évident, mais voilà, voilà, concrètement, comment ça pourrait se traduire, se passer pour vous par rapport à votre domaine d'activité? Comment pourriez-vous vous y prendre et par quoi commencer? Donc, quand on est dans une démarche du business design, en fait, il ne faut pas avoir peur d'avoir une réponse décalée parce que on mise beaucoup sur l'erreur. L'erreur fait vraiment partie du système, du processus pour développer des solutions et pour progresser, pour apprendre du terrain. C'est vraiment très, très, très important. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, je vais vous proposer d'écrire dans le chat et ou de prendre la parole pour me dire qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de mettre le client au cœur de votre réflexion pour construire une offre ou pour revisiter une offre et en vous projetant sur votre propre contexte à vous. Donc, on va se prendre un petit peu de temps pour ça. Réfléchissez et puis répondez dans le chat et après, on va voir ce qu'il en ressort. On va prendre 5 minutes déjà. Alors. Je regarde un petit peu. Valérie, on a des premières questions du coup. Oui, volontiers. On va y répondre tout de suite. Oui. Super. On a Jérôme. Jérôme, est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser votre question directement? Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, est-ce que ça s'adresse seulement à nos anciens clients? Parce que nos anciens clients, on est sûr de leurs besoins, puisqu'ils ont déjà consommé chez nous. En revanche, aujourd'hui, on est aussi… Alors, comment réattirer nos anciens clients avec leurs nouvelles problématiques et leurs nouveaux stress et leurs nouvelles peurs, mais comment attirer de nouveaux clients? Et est-ce qu'on peut intégrer dans cette démarche de recherche de ce qui va leur plaire demain profondément, des nouveaux clients et comment le faire? Oui, tout à fait. Alors, les anciens clients, c'est un pain béni parce que quand ça fait très très longtemps qu'on travaille avec des clients, les mêmes clients, on a tendance effectivement à avoir un regard très empathique et on connaît plutôt très bien leur situation. Sauf que il peut s'avérer qu'on ne connaisse qu'une partie de ce profil de client.
Pour moi, je considère l'étude de client, tout comme la construction, la transformation d'une entreprise, comme une sphère 3D. Et quand ça fait longtemps qu'on connaît un client, on ne connaît qu'une surface de la sphère, parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir le même type relationnel. Donc, il y a d'autres techniques qui permettent, et c'est des techniques d'interview essentiellement, et d'observation qui permettent de voir l'autre côté de la sphère. Donc, même si ce sont des anciens clients, ça peut valoir le coup d'avoir un autre type de discussion avec eux pour réussir à avoir vraiment une vision globale de leurs besoins, leurs nouvelles attentes, etc. Sur les futurs clients, là aussi, on va les voir. On va les voir et on va les placer comme des partenaires, c'est-à-dire qu'on va les inviter à soit des formats d'ateliers, soit on va les contacter par téléphone ou on les voir en présentiel. Et le point central, ça va être une interview spécifique. On va y revenir un petit peu après, mais ce sera au travers d'une interview. Et il ne faut pas avoir peur de rencontrer ses futurs clients parce que c'est vrai que dans notre état d'esprit classique, traditionnel, on a plutôt tendance à se dire on va préparer une offre bien ficelée, quasiment parfaite, avant d'aller voir les clients. Parce que voilà, ça fait partie de la chose. Aujourd'hui, on va accepter, justement, quand on voit cette petite fille se casser la figure, de se casser la figure devant le client. On va l'intégrer dans ce processus de création qui va être parfois imparfait au départ, mais qui va nous aider à développer vraiment une réponse tout à fait adaptée. Mais merci pour ces réponses. Mais en fait, c'est un peu déjà ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un rendez-vous. C'est-à-dire pour un rendez-vous, on dit, vous allez être on veut comprendre qui vous êtes, quels sont vos besoins, et vous serez l'architecte de votre projet de demain. C'est vous qui allez le construire. Mais c'est déjà ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, comment on peut le convaincre? Parce que ce que vous avez dit en préambule, le premier sur votre présentation, j'adhère complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque soit les vocabulaires, soit les arguments pour lui dire que je suis dans une démarche différente. Alors déjà, quand vous posez la question à quelqu'un, quel est ton besoin, quelle est ton attente, ils ne savent pas répondre à cette question. C'est une question qui est super difficile. Si je vous dis, OK, par rapport à l'usage des hôtels, c'est quel est votre besoin et quelles sont vos attentes? Vous allez partir sur des réponses qui sont superficielles. Vous allez même proposer des réponses assez techniques. Ben, moi, j'aimerais une chambre assez spacieuse qui a vue mer, avec un calme, etc. Vous n'allez pas en profondeur. La différence, c'est que dans une démarche de business design, vous ne prenez pas la personne que sur ce type de réponse, vous la prenez en tant qu'une personne qui a une vie, des habitudes. Je vais prendre un exemple de... alors peut-être que j'ai basculé tout de suite sur les exemples. Ça va être plus simple, je pense. On va passer sur les exemples que je voulais voir après. Hop. Voilà. Voilà. Donc, si je reprends l'exemple de General Electric Healthcare, donc Doug Dietz, c'est le designer de cette entreprise. Ce que je vous disais, après on reviendra sur votre question. Ce que je vous disais, c'est qu'il avait designé une super machine IRM qui a remporté même des prix en termes de design. La société a été récompensée par rapport à la performance de l'outil. Hein. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous ce type de machine qu'ils ont réalisé. Donc, d'un point de vue technologique, ça marche super bien. D'un point de vue usage par rapport aux manipulateurs, donc radio, ça a été étudié en fonction de leurs usages, donc c'est parfait jusque-là. Donc, les clients et les premiers utilisateurs de ces machines-là sont plutôt contents, sauf que lorsque Doug Dietz est allé dans un hôpital voir un petit peu comment ça se passait, il s'est rendu compte, il a entendu que, en fait, 80% des enfants qui devaient passer un tel examen étaient tellement effrayés ou agités qu'ils devaient être anesthésiés, qu'ils devaient être endormis pour passer cette IRM. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment on peut, sous une machine qui est supposée apporter la santé, ou en tout cas aider à avoir des informations qui vont permettre d'apporter la santé aux gens, et aux enfants bien sûr, comment est-ce possible qu'on endorme des enfants, qu'on leur donne ces produits, qu'ils soient aussi effrayés d'une telle machine?
Donc, il a demandé à General Electric de pouvoir redescendre en profondeur sur l'offre afin de s'assurer que les bénéficiaires, donc on est sur un autre niveau d'usage, que les bénéficiaires de ces machines-là ne se sentent pas aussi effrayés. C'est juste pas possible. Pourtant, l'offre est bonne. Il a eu le feu vert, il est allé explorer déjà l'univers de ses enfants et il s'est mis face à cette problématique, une mission, comment utiliser l'imaginaire des enfants pour leur donner le contrôle de la situation. Et à travers tout un tas d'ateliers, de jeux, etc., ils ont identifié que autant la machine en soi n'allait pas être changée, mais parce qu'elle est approuvée, elle est formidable telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, les salles d'examen pour les enfants ressemblent plus à ce que vous voyez à l'écran, où vous avez tout un tas de déco, mais au-delà de la déco qui est déjà sympathique, c'est que l'enfant rentre dans un parcours où avant l'examen, pendant l'examen et après les examens, il y a tout un tas de solutions qui ont été apportées pour améliorer son expérience. Donc avant l'examen, il y a un guide d'utilisation, enfin un guide ludique où il va partir pour une chasse au trésor, donc on le met dans l'ambiance. Pendant l'examen, les manipulateurs, les médecins sont habillés d'une telle sorte, ils sont déguisés un petit peu, les chemises sont agréables, etc. Et à la fin, il y a l'enfant qui a un cadeau. Et il a son trésor qu'il a trouvé parce que ça s'est bien passé. Et ils ont vu que de 80%, ils sont descendus à 10%. 10% seulement aujourd'hui, et le chiffre continue à descendre. 10% des enfants doivent subir une anesthésie pour passer cet examen-là. Donc ça, c'est un point qui est super important parce que on peut avoir des offres techniques qui en soi sont parfaites, mais par rapport à un contexte, là on a un contexte Covid, il peut y avoir une réticence, des peurs, des craintes, des choses émotionnelles qui sont particulières qui peuvent faire que les clients ont de la réticence à utiliser nos offres. Je vais basculer sur un autre exemple qui est un petit peu différent, donc celui de Cinéma du Sud de Tilt. Eux, donc ce qu'ils s'étaient dit, c'est que bon, voilà, on a des cinémas d'art et d'essai. Alors les cinémas d'art et d'essai, bien souvent, les gens ne savent pas très bien ce qu'il y a comme type de film. C'est souvent vécu comme un cinéma où c'est réservé à des gens qui sont d'une certaine culture, qui ont certaines attentes cinématographiques un petit peu cérébrales, quoi. On ne sait pas que Shrek ou Taxi Driver ou l'Odyssée de l'espace ou Pulp Fiction, ça fait partie aussi du cinéma d'art et d'essai et qu'il y a beaucoup de films finalement que l'on voit qui en font partie. Et donc, ils se sont dit, on va créer une application de type Allociné pour que les gens voient vraiment toute l'offre qui existe parce que sur Allociné, on a surtout les gros films à gros budget qui sont à l'écran. Et puis, ça va marcher. En fait, pas du tout. Donc, ils sont allés explorer les usages de leurs utilisateurs pour comprendre en fait comment ils vivent le cinéma, quel est leur type de qui ils sont, comment ils aiment le cinéma, qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils vont au cinéma, etc. Et en fait, ils ont tiré trois missions spécifiques. Il y a eu 3 groupes de travail par rapport à ça. La première mission, c'était suite à ce qu'ils se sont rendus compte que Allociné n'allait absolument pas marcher. Donc, ils ont dit que la première mission, comment pouvons-nous aider un jeune spectateur à aller à la rencontre d'un cinéma qui lui ressemble et qui, pour l'instant, qui lui semble étranger aujourd'hui, parce que le public jeune va plutôt voir ces films à gros budget. Donc, ils ont vu qu'il y avait quand même un intérêt pour ce public-là à aller rencontrer ce cinéma-là qui avait du potentiel. Donc, ils ont commencé à poser cette problématique-là. Deuxième atelier, c'était comment pouvons-nous faciliter le dialogue entre les exploitants et les spectateurs, ainsi qu'entre les spectateurs pour développer une communauté cinéphile autour des salles. Donc là, on avait une découverte que en fait, il y avait aussi un vrai besoin autour de l'animation des salles et l'usage du cinéma. Et troisième point, c'est comment pouvons-nous mieux insérer le cinéma au sein d'une constellation d'intérêts, de pratiques. Donc, c'est-à-dire que comment faire de ce cinéma d'art et d'essai plutôt un réflexe qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je peux aller au cinéma, mais pas que le cinéma des gros titres, mais aussi celui de d'art et d'essai. Et les solutions qui ont été mises à l'essai, alors, c'est des solutions qui ont été prototypées. Il y en a un qui s'appelle Adopte un cinéma. Ils sont toutes basées aussi sur des solutions digitales avec
Les groupes de travail ont sorti des similitudes avec des applications déjà existantes, histoire de mieux comprendre un petit peu ce qu'ils voulaient proposer comme solution. Donc, Adopte un cinéma, c'est à la fois une campagne de communication et un service mobile pour faciliter la rencontre entre les jeunes spectateurs et les salles de cinéma. Donc, c'est une communication à la fois de campagne d'affichage sur les réseaux sociaux et c'est un service mobile qui incite les jeunes à devenir ambassadeurs de leur salle de proximité. Donc, il y a tout un travail qui est exercé avec les salles de proximité et accéder à des services, des alertes personnalisées, par exemple, avec des avantages exclusifs, des réductions, des bonus, des participations au choix de la programmation de la salle aussi, où on fait de ces jeunes publics en fait, des acteurs de cette salle de cinéma et qu'ils ne soient pas juste des consommateurs. Voilà à peu près en gros sur cette première solution. Sur la deuxième solution, c'est Ciné Mythique, une sorte de Tinder du cinéma au service du mobile, avec un service mobile pour provoquer des rencontres cinéphiles autour de lieux de diffusion. Donc là, l'idée, c'est que chaque spectateur a des goûts et l'idée, c'est de partager ses goûts, de travailler sur une communauté de cinéphiles locale, c'est sur un peu le même principe de Tinder, mais de créer la rencontre entre centres d'intérêt communs autour du cinéma. Et donc, après, tout un système de peut-être travailler en covoiturage, pour aller voir certains films, etc., mais de créer de la vie autour de ce cinéma et de permettre les rencontres aussi entre les gens. Et la troisième solution, qui a un petit peu moins remporté les suffrages, qui était plus un service web et mobile pour informer sur l'actualité événementielle des salles et nourrir la curiosité du spectateur. Donc, on est plus dans un push d'événements à vivre et des films à voir et des univers cinématographiques à découvrir. Donc, ces différentes solutions, en fait, n'ont pu être trouvées que en allant vraiment à la rencontre de ces utilisateurs et en allant au-delà de la question mais de quoi tu as besoin et quelles sont tes attentes. Parce que si on était resté là, moi j'ai besoin de voir un film qui me plaît, voilà, que les places ne soient pas trop chères et que j'ai des bons pop-corn à la sortie, que le son soit bien, que je sois bien installée. Ça aujourd'hui, quand on pose ces questions de quels sont tes besoins et quelles sont tes attentes, en fin de compte, ça nous donne quand même tout un tas de niveaux d'information qui sont minimums, mais qui deviennent des prérequis, qui deviennent le standard minimum. Si tu n'es pas bien installé dans ta salle, que tu n'as pas le bon popcorn et le bon son qui va avec, déjà, on loupe toute son offre. Donc, ces questions sont importantes, mais il est vraiment intéressant d'aller beaucoup plus loin. Et justement, avant que on aille plus en détail, j'aurais souhaité que vous partagiez un petit peu ce que vous en pensez et comment vous pourriez faire. Valérie, on a juste une remarque de Léonard Oui. On ne voit pas l'écran entièrement, mais sans m'avancer, je crois que c'est fait exprès. Oui. C'est ça, hein, Valérie, tu zoomes sur certains. Voilà, voilà, je zoome. Ça change du PowerPoint. Ça change du PowerPoint, oui. Et on a Sora qui a fait, alors je dis Sora, mais Sora doit avoir un prénom, qui a fait une remarque. Delphine a rebondi dessus en disant très bonne remarque. Alors je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Monsieur Sora, est-ce que vous nous entendez? Ah, Monsieur Sora. Je ne sais pas s'il arrive à remettre son micro. Il nous dit, la difficulté de cette approche ne vient-elle pas… Ah, ça y est, micro. Oui, bonjour, ça y est, oui, je m'étais mis en veille. Oui, donc la difficulté de cette approche ne vient-elle pas davantage des réticences internes que de l'écoute client? Il faut faire accepter une gouvernance pilotée par les clients et moins par les chefs de service. Alors, oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est qu'il peut y avoir effectivement des réticences en interne sur le fait qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et que se mettre à l'écoute de ses clients de cette façon-là, c'est tellement inhabituel qu'on a peur de bouleverser l'entreprise. Hein, c'est bien ça. Hein. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut créer dans une entreprise, une PME notamment, on crée alors j'allais dire clusters, mais ce n'est pas le bon mot aujourd'hui avec le contexte, mais on crée des groupes de travail, un laboratoire interne, où on va proposer à un groupe de personnes de l'entreprise, on va isoler cette cellule de telle sorte que ça ne va pas impacter pour le moment les pratiques classiques et traditionnelles de l'entreprise, ça ne va pas actionner un changement drastique,
mais on va proposer un groupe de travail transversal, un laboratoire qui va, lui, c'est ce qui se passe chez Nike et c'est ce qui se passe chez Airbnb, Accor et de plus en plus d'entreprises aujourd'hui. On va faire cette cellule de travail, on va travailler autour de cette compréhension vraiment des gens, mais qui ils sont, comment ils vivent, quoi. Voilà, comment ils vivent par rapport à ce que l'on vend, comment ils ont l'habitude de faire. Alors après, c'est secteur par secteur, profil par profil, mais et du coup, cette cellule va sortir tout un tas de solutions qui pourront être testées et qui pourront peut-être, à un moment donné, sortir sur le marché parce que la direction générale aura donné son feu vert, parce que derrière, une fois que la solution aura été trouvée, le marketing reprend ses droits, on va analyser aussi toutes les parties financières, la faisabilité, etc. Mais en tout cas, une cellule de travail peut être construite de telle sorte qu'elle soit suffisamment isolée du business classique, qu'elle ne vienne pas perturber, mais qu'elle soit vraiment le côté R&D, que ça devienne le centre R&D de l'entreprise. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Alors, je regarde un petit peu les autres réponses. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions entre-temps? Non, il n'y a pas d'autres questions entre-temps, mais il y avait des remarques de Cynthia, d'Emmanuel, de Joël. Je ne sais pas si on a Jérémy, Audrey. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Je crois que Valérie, c'était plus des réponses aux questions que tu avais posées au départ. Oui. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu ce que disent les uns et les autres. Donc aller sur le terrain pour partager ce qu'il y a dans la tête. Donc tout ce que, en fait, si je reprends, donc là, c'est Audrey. Donc, c'est tout ce qu'il pourrait y avoir comme idée par rapport à une offre, hein, c'est ça. Le lien avec tout cela. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Audrey, s'il vous plaît, par rapport à aller sur le terrain et partager tout ce que j'ai dans la tête? Et puis, essayer de faire le lien avec tout cela. Est-ce qu'Audrey a un micro? Oui. Je demande la réactivation, mais je ne la vois pas. On peut peut-être déjà demander, est-ce que tu veux que les autres prennent la parole déjà Oui, n'hésitez pas. Là, je suis en train de répercuter un petit peu vos réponses, histoire de les partager tous ensemble. Donc, on va avoir... C'est écouter à travers une interview sans solution toute faite. Ça, c'est super important parce qu'effectivement, si on vient dans une interview et que l'on dit, bah voilà, ça, je pense à ma solution et je vais te la montrer, on va déjà brimer la réflexion, l'échange avec l'utilisateur. Donc, sur cette interview, en tout cas, dans une première partie, on ira avec la solution plus tard. Dans une première partie, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute et de ne pas orienter la discussion, de ne pas influencer l'utilisateur. Donc, de rester très, très, très ouvert et de vraiment faire preuve d'empathie. Un des outils majeurs de cette étape-là, c'est de vraiment être empathique pour être à l'écoute. Donc, ça, c'est tout à fait un bon point. Alors, Audrey est de retour. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, Audrey, s'il vous plaît? Non, ça ne marche pas. Audrey, voilà, ça y est, elle a réactivé le micro déjà. Vous êtes là, Audrey? Alors, il y a Nadia en attendant qui a une question. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Une question. Comment estimer le temps et l'investissement à faire pour cette approche de terrain? Oui, j'ai activé mon micro aussi. Ah voilà, parfait. Alors, Audrey, puis ensuite, je réponds à la question. Non, là, c'est Nadia. Ah, Nadia, ok. Donc, Nadia, c'était... qu'est-ce que c'était, Nadia? Alors, donc, Nadia, c'était quelle question? C'est comment estimer le temps, en fait, et l'investissement, voilà, à louer dans cette démarche. Alors,
Une interview, elle doit durer minimum 1 heure. Si vous faites une interview d'une demi-heure, ça ne marche pas. Vous n'avez absolument pas le temps d'aller en profondeur et parce que vous avez un temps où vous avez ce temps où vous allez devoir présenter ce que vous faites, pourquoi, voilà, partager le domaine d'expertise, connaître un petit peu qui est la personne, ce qu'elle fait, pourquoi vous êtes là. Donc ça prend déjà du temps, ce qui veut dire que ça vous reste peut-être qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et les personnes adorent parler d'elles-mêmes, donc bien souvent, ça prend du temps et elles mangent du temps sur vos questions fondamentales. Donc du coup, c'est minimum 1 heure et idéalement, c'est, on va dire, 20 personnes à interviewer. Alors ça fait beaucoup. Mais après, selon votre type d'offre, selon la maturité que vous avez dans votre situation, vous avez peut-être besoin de moins d'interviews que ça. 20 interviews, c'était le cas de Cinématilt et de General Electric Healthcare. Ils avaient interviewé aussi beaucoup d'enfants. Ils ont fait des ateliers aussi communs. Mais 20 personnes, c'est le minimum parce que tout dépend aussi de votre cible. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, des adultes ou des entreprises, des petites, des moyennes, des grosses, peu importe, vous avez différents profils, donc vous avez besoin d'être à l'écoute de ces différents profils. Donc il y a ce travail aussi en amont à faire qui est de bien comprendre les différents profils que l'on a. Donc c'est minimum 1 heure. En dessous, ce n'est pas pertinent du tout. Une demi-heure, c'est beaucoup trop court. 20 personnes, c'est idéal. Et après, c'est à moduler en fonction de votre contexte à vous. Merci. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette côté terrain? Si je peux vous rajouter aussi des choses, c'est que les gens potentiellement ne viennent pas gratuitement. Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Même si c'est des futurs clients, c'est que vous leur prenez de votre temps. Alors, il peut y avoir des compensations en tickets, cadeaux ou autre chose. Mais il peut y avoir un défraiement pour aussi avoir une relation où les personnes vont vraiment consacrer du temps à votre interview. Un déjeuner, un apéro, peu importe. Mais c'est important aussi de voir, de récompenser ce temps partagé parce que pour vous, ça a un impact très fort. Alors, j'ai une autre, pour moi, ça peut être, pour moi, je vais peut-être mettre les questions ici. Alors, Audrey a dit qu'elle n'a pas son micro ne fonctionne pas. D'accord. Alors, peut-être qu'elle peut écrire dans le chat un peu plus. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Alors, les sondages, je vais peut-être défiler sur les différentes questions que vous avez proposées. Ça va être plus simple. Je penserai un produit et je lancerai un sondage sur le produit avec des questions ouvertes sur les réseaux sociaux et nos fichiers. Alors, pour répondre à Cynthia, voilà, ce sont des démarches que je qualifierais un peu plus traditionnelles marketing. On a besoin de ces démarches-là parce que lancer un sondage sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre déjà d'avoir une première idée. En fait, le terrain va vous servir pour valider ou invalider des croyances, des hypothèses que vous avez sur les profils de vos utilisateurs. Donc, quand vous avez tout un tas de différents profils et que vous ne savez pas trop par où commencer, donc ça peut être tout à fait une bonne démarche. On va commencer à lancer des études quantitatives, des sondages sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu à qui on a affaire et comment les gens réagissent. Donc, ça peut être une bonne façon de savoir comment je vais constituer mon panel de ces 5, 10, 20 personnes après. Finalement, est-ce que je dois avoir combien de femmes je dois avoir, combien de personnes âgées, combien de, peu importe, si je prends le cinéma par exemple, combien de femmes, d'enfants, d'adultes, de personnes à la retraite, etc. Et ces sondages vont vous permettre d'avoir une meilleure idée du panel que vous allez pouvoir constituer. Mais ce n'est pas suffisant. Les questions ouvertes vont être aussi intéressantes, mais ça restera insuffisant parce que les gens vont dire une phrase, mais ne vont pas aller beaucoup plus loin. Emmanuel dit en gros lui dire que je peux l'aider sur ces sujets, mais que j'ai besoin de comprendre ce qu'il paraît difficile. Alors, par rapport à ce qu'il vit ou dans la solution, et pour voir une solution pour le moment. Alors, quand on dit « je peux l'aider », déjà, on est dans une démarche commerciale. Or, quand on est dans cette interview-là, on n'est absolument pas dans une dynamique commerciale. On est là vraiment d'égal à égal. On est là pour écouter l'autre.
pour vraiment le comprendre dans ses usages, dans son quotidien par rapport au sujet. Ça peut être une entreprise, donc une personne, comme je le disais. Donc, on ne peut pas arriver en disant « je peux vous aider », mais je suis en train de plutôt adresser une problématique particulière. Donc, si je reviens sur les questions tout à l'heure, ça c'était formulé sur comment aider tel public à… Alors là, si je reviens sur Healthcare, c'est-à-dire comment utiliser l'imagination des enfants pour redonner le contrôle de la situation, c'est plutôt cette problématique que vous allez soumettre et moins sur le fait que je vais aider la personne et j'essaie de trouver une solution. Faire attention de ne vraiment pas passer en mode commercial. Oui, aller voir les professionnels sans arrière-pensée, absolument, pour aller recueillir les besoins de leurs clients. Le côté vraiment, je ne suis pas dans la vente. Parce que dès qu'on est dans la vente, ça sape complètement l'interview. La difficulté de cette approche ne vient-elle pas davantage de la réticence? Donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure en question. OK. On ne voit pas tout l'écran. Très bonne remarque, pardon, blablabla, etc. Comment estimer le temps? On peut tenter d'affirmer une offre à travers une enquête, un sondage. On croule actuellement sous ce genre de pratique, mais ça peut être intéressant. Alors oui, encore une fois, les sondages, c'est intéressant, mais c'est vraiment le côté interview et échange, le côté vraiment qualitatif, où on passe du temps avec la personne, qui est le plus intéressant. Alors, je vais vous montrer un outil que j'utilise. Alors déjà, ça, c'est un outil qui s'appelle Miro, que j'utilise énormément pour réfléchir, pour poser les idées, pour poser tout ce que je peux avoir en tête par rapport à mes utilisateurs, par rapport au contexte. J'utilise ce type de panneau que je peux partager avec des partenaires, des équipes, qui permet de travailler ensemble sur, si on parle du groupe de travail de tout à l'heure, on va pouvoir utiliser ce type d'outils pour vraiment aller travailler de façon collaborative. Et puis, moi, j'utilise aussi pour réaliser les interviews Airtable, qui est un outil aussi. Alors, c'est une base de données, hein, donc vous pouvez tout à fait faire ça sur Excel, mais l'avantage de Airtable, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite et de mieux croiser les informations. Je vais vous donner un exemple sur comment une interview est réalisée. C'est que on a toute une première partie. Alors, la photo de l'utilisateur, elle est super intéressante parce qu'elle permet de mémoriser, de voir un peu qui sont les gens. On a tout un tas de questions sur le profil classique. Est-ce que c'est un homme, une femme? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Son entreprise, etc. Et puis ensuite, on peut arriver sur les questions, le parcours de la personne. Là, c'est par rapport à un projet de pôle entreprise qui a été créé du côté de Martigues. On a toutes ces réponses à ces questions qu'on vient en direct intégrer directement sur cet outil-là, et ce qui fait que on peut tout de suite travailler sur l'analyse. Ce que je conseille, c'est que vous avez, l'idéalement, c'est d'être 2 dans l'interview si vous pouvez. Sinon, c'est d'utiliser des outils comme ça qui vous facilitent la vie, mais un qui pose les questions et qui est vraiment dans l'échange, et l'autre qui prend des notes. Si ce n'est pas possible, c'est d'avoir un outil comme celui-ci où en direct, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions et les remplir directement sur cet outil-là. Et à la fin de l'interview, vous pouvez réserver une demi-heure à la fin de chaque interview, une demi-heure pour faire l'analyse croisée, l'analyse de l'interview que vous avez déjà réalisée et ensuite passer à l'interview prochaine. Donc en fait, il faut compter 1 heure d'interview plus une demi-heure je dirais, de finalisation, de capitalisation de l'information que vous avez eue en main. Donc, si je reviens maintenant au processus en soi, qu'est-ce que… Alors, je vais peut-être montrer quels sont les types… Questions typiques. Alors, ça, c'est une excellente question parce que c'est central. La question à poser. Alors, évidemment, il y a toute une trame d'interview à réaliser. Donc ça dépend vraiment de votre sujet, etc. Toutefois, il y a une question qui est centrale et il y a 2 questions qui sont centrales. La première, c'est
raconte-moi ton expérience. Là, pour les enfants, par exemple, raconte-moi ce qui se passe quand, quand tu es un enfant, tu as un problème de santé. Raconte-moi ta vie d'enfant avec ce problème de santé ou avec ce besoin de faire cet examen-là. Raconte-moi cette expérience à ce moment-là. Il y a aussi pour cinéphile, ça va être raconte-moi tes divertissements, ce que tu fais dans la vie, comment tu consommes le divertissement en général, et puis plus largement ton expérience avec le cinéma, comment tu vis le cinéma, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et la personne va commencer à parler vraiment de bien au-delà de quels sont tes besoins et tes attentes sur le cinéma. C'est vraiment cette expérience de vie, de tranche de vie. Alors là où c'est compliqué, c'est que si vous resserrez que à l'usage du cinéma, vous n'allez pas avoir toute l'information qui est autour et donc connaître la personne dans sa globalité. Donc il y a un moment donné où la question doit être beaucoup plus large que comment tu vis l'expérience du cinéma. Alors c'est peut-être comment tu vis le divertissement, comment tu te divertis, comment tu es au courant en fait des différents événements qui se passent autour de toi, de chez toi, pour aller capter justement ces informations que l'on n'a pas de façon aussi aisée à travers un sondage ou à la réponse aux questions de quels sont tes besoins et tes attentes au cinéma. Et puis une deuxième question, c'est pourquoi. Pourquoi tu aimes le cinéma? Pourquoi de comprendre. Alors, dans la partie pourquoi tu as peur, voilà, pour la partie générale Electrical Scan, pourquoi tu as peur? La notion de pourquoi, donc la première c'est l'expérience, la deuxième c'est mais pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi le cinéma est important pour toi? Et ça c'est une question qui est super intéressante parce qu'elle est très large et c'est là où on va aussi aller en profondeur et qu'on va aller détecter les besoins cachés qu'on ne pourra jamais avoir avec la simple question quels sont tes besoins et quelles sont tes attentes. Donc ça, pour moi, ce sont les deux questions qui doivent apparaître au minimum sur une trame d'interview. Et après, voilà, il y a d'autres questions qui sont plus relatives. Par exemple, à la fin de l'interview, vous pouvez tout à fait travailler sur des questions où vous avez déjà pensé à quelques idées de solutions, vous avez vu qu'il y avait des évolutions à apporter sur les offres que vous avez en main aujourd'hui. Eh bien, là, vous pouvez commencer à la fin de l'interview à dire « et si on fait ça? Et si on te proposait une application et si on te proposait un parcours ludique? Et si ?» Mais c'est vraiment à la fin de l'interview pour éviter de trop influencer l'utilisateur et le futur, ou le bénéficiaire, ou le client. Alors, par rapport à la question de Cynthia, si nous devons être réactifs par rapport à un lancement de produit, quels sont les délais de mise en œuvre? Alors, ce qui est très... Alors déjà, il y a deux choses. C'est que on peut se dire, on va sur le marché et on revient plus tard, on fera ces ateliers plus tard pour travailler sur des améliorations. Parce que si vous êtes attendu sur le marché, il y a un moment donné, il faut y aller. Et ensuite, on prendra le temps d'aller rencontrer différemment nos utilisateurs. C'est comme si vous devez travailler sur le positionnement de votre entreprise, l'identité de votre entreprise. Il y a peut-être plus une urgence à aller sur le marché, quitte à prendre un temps de recul après pour travailler sur ces sujets-là. Donc, je dirais que s'il y a vraiment cette urgence, il faut y aller. Parce que ce qui est long dans ce type de processus, surtout si vous avez besoin de capter 20 utilisateurs, le recrutement de ces utilisateurs ou bénéficiaires va prendre du temps. Et c'est le moment le plus long dans ce processus-là. Après, interviewer 20 personnes, en une semaine, c'est fait. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un temps à considérer. Et puis, si vous êtes 2, ça réduit le temps. Si vous êtes 3, ça réduit le temps. Tout dépend des ressources dont vous disposez. Pour le recrutement, vous avez des sociétés qui sont spécialisées en recrutement de ce type de panel-là. Donc là aussi, ça dépend de votre budget. Soit vous utilisez votre environnement proche que vous allez capter parmi votre agenda, vos utilisateurs, vos clients déjà historiques, ou soit votre réseau, propre réseau, le réseau de vos amis, etc. Mais ce temps de recrutement, il est assez long.
Donc, il faut compter quand même 2 semaines, 3 semaines, voire un mois pour recruter un panel complet de 20 personnes. Évidemment, si vous décidez de réduire, ça prendra évidemment un petit peu moins de temps. Mais si on pense à ça de façon plus large, c'est à peu près un mois. Je voulais vous partager aussi le processus au final. Ce processus-là, quand on regarde tout à l'heure, on avait une façon ça va synthétiser un petit peu la démarche, on avait une façon d'être plus linéaire, c'est-à-dire que soit on avait une étude de marché, soit on avait une idée, peu importe l'ordre, mais voilà, on avait l'idée, ensuite on avait les études de marché, puis ensuite on allait sur le marché et c'est à la fin qu'on rencontrait les clients. Ici, on a une démarche beaucoup plus circulaire, c'est-à-dire que on a un problème avec son offre, où on a relevé une problématique. Si je prends Healthcare, on a un problème, l'offre en soi, elle est super bonne, on a des clients qui sont les hôpitaux, les cliniques, etc., qui nous achètent notre matériel, ce n'est pas le souci, mais il y a une vraie réticence à l'usage. Bon, ok, ça c'est un problème que l'on a, ou bien un autre problème pour le cinéma, ben, on a une super programmation, on a des films qui sont accessibles à tous, mais les gens ne viennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Le cinéma d'art et d'essai ne plaît pas, c'est un problème. Donc on pose un problème et on a tous ce temps d'exploration pour aller chercher ces besoins cachés, pour vraiment être dans la compréhension de ces utilisateurs. À partir de là, une fois qu'on a eu cette étape d'exploration des usages, des besoins, des attentes, des freins, etc., on va pouvoir travailler sur des outils classiques de créativité, d'idéation, que l'on peut faire en interne dans son entreprise, où on peut réunir tout des participants d'origines diverses à l'atelier pour travailler pour être créatif pour le cours. C'est vraiment du brainstorming et tout autre outil de créativité, il en existe des tas, pour aller chercher des solutions ou des nouvelles solutions par rapport au problème qui est posé. Ensuite, en business design, on va travailler sur des prototypes. On va prototyper à partir une partie de la solution ou toute la solution. Ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve et de la complexité de nos offres. Et on va prototyper tout ou partie de la solution que l'on va, cette fois-ci, on va rencontrer à nouveau nos futurs clients ou nos clients actuels pour leur soumettre cette solution. Ok, avant, tu m'as donné tous tes problèmes. Moi, j'ai compris de toi tout un tas de choses et ça m'a permis d'améliorer mon offre de cette façon, de travailler sur une nouvelle solution qui est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et vous soumettez à ce moment-là, cette fois-ci, pour de bon, l'offre à laquelle vous avez pensé, en tout cas la solution à laquelle vous avez pensé, et vous récupérez à nouveau son retour d'expérience. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur de se casser la figure, parce que c'est toujours très, très louche quand vous avez un client qui vous dit « Ah oui, c'est génial, super, top, top, top », c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous dise « Ah non, ça ne marche pas. Ah non, il y a cet aspect-là qui ne va pas du tout. » Parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir performer et vous améliorer. Et donc, vous allez tester et au retour de test, vous allez recommencer cette boucle, ce qu'on appelle une boucle d'itération. On est sur des outils de ce qu'on appelle le design thinking aussi, où on va repartir sur la partie de créativité, d'idéation. OK, qu'est-ce qui nous a manqué? Est-ce qu'on a d'autres idées qu'on pourrait mettre en action dans cette nouvelle solution pour refaire le prototype, pour l'améliorer? Et quand ça c'est prêt, et ça, ces phases-là ne coûtent pas très cher, parce que on fait ça avec du carton-pâte, on fait ça avec des outils, si ce sont des applis aujourd'hui, il y a des outils online qui nous permettent de façon tout à fait gratuite de dessiner des prototypes d'applications, par exemple, de façon très facile. Donc ces prototypes ne coûtent pas cher et le processus est très rapide. Donc on va pouvoir progressivement aller vers une ou plusieurs solutions qui vont satisfaire, répondre aux besoins et aux problèmes. Et une fois qu'on est OK, et là, on va pouvoir entrer dans un processus un peu plus traditionnel de OK, bah maintenant, on va travailler sur nos outils marketing et lancer ou relancer la solution ou l'offre que l'on a voulu transformer, améliorer. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade?
Là, c'était pour finaliser en fait sur comment ça se matérialise en termes de processus dans lequel vous pouvez vous engager si vous souhaitez être à l'écoute de vos clients. Alors, si ça vous intéresse, prochainement, je vais animer un atelier où on va travailler toute cette partie très concrète de comment je monte une trame, comment je vais vraiment à la rencontre de mes clients. Je vais animer donc un atelier prochainement qui sera vendredi prochain, qui sera le matin, où vous allez pouvoir cette fois-ci challenger vos offres réellement pour être prêt, pour vous mettre à la rencontre de vos clients, pour être prêt pour monter une offre adaptée, puisque quand vous allez sur le terrain, vous allez ramener tout un tas de données. Donc, l'idée, c'est de savoir, OK, maintenant que j'ai toutes ces données, comment je fais pour les exploiter? Comment je les traduis concrètement en une offre? Comment je fais tout ça? Comment je matérialise? Parce que ces données où on vous dit, bon, ben moi, j'ai besoin de ça, OK, mais ça ne fait pas une offre, hein, ça ne fait pas une solution. Donc, comment je fais pour concrétiser tout ça? C'est un atelier où l'idée, c'est de vous faire découvrir ces approches-là. C'est là où vous allez aussi voir un peu plus en détail ces outils digitaux que je partage avec vous, où on va pendant 3 heures travailler vraiment concrètement sur cette préparation à la rencontre de ces utilisateurs. Ça fait partie des outils, du panel des outils. Certains d'entre vous doivent sûrement connaître maintenant le design thinking. On va aborder certains éléments de design thinking, les premiers outils. Et puis en plus, vous serez dans un cadre super agréable pour ceux qui seraient en présentiel si vous le souhaitez, où on va être en sécurité maximum parce qu'on va essayer de rester que 3 personnes dans cet espace-là, donc 3 personnes en présentiel et 3 personnes en distanciel. Ce ne sont que 6 places pour vraiment rentrer dans le détail spécifique de chacun dans son contexte pour que vous ressortiez avec quelque chose de vraiment concret. L'idée, c'est de vous donner vraiment toutes les ficelles, tous les tenants, les aboutissants, d'aller vraiment challenger ce que vous avez en main aujourd'hui, d'écouter aussi la problématique que vous rencontrez avec vos clients pour savoir voilà, quel angle d'attaque on va avoir, comment on va les aborder pendant ces interviews et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Alors, une dernière question que je vois, comment rattraper le coup si on a beaucoup de top super comme retour? Alors, bon, classiquement quand même, on n'en a pas. Mais si vous avez ce signe-là, ça veut dire que quand vous avez présenté votre prototype, vous étiez trop dans la vente. Et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que vous avez un prototype de quelque chose, vous expliquez très très vite fait l'usage de ce prototype, à la limite, le contexte, mais vous n'êtes surtout pas dans la vente. Et le problème, c'est que si vous récupérez voilà, ces commentaires ultra positifs, c'est parce que vous étiez trop « Ah, mon produit, il est super, regardez, j'ai fait ça, j'ai répondu à votre besoin comme ci, comme ça. » Et donc, c'est que le discours n'était pas bon. Quand vous avez votre prototype en main, vous pouvez tester votre discours auprès de personnes en interne, de personnes un petit peu plus proches, pour voir comment elles réagissent. Et avant, comme ça, vous allez pouvoir vous préparer avant d'aller vraiment sur le terrain. Donc oui, c'est quand même un signe très très fort. Si c'est trop chouette, c'est qu'il y a anguille sur roche. Après, voilà, la perfection n'existe pas. Donc on peut se dire, mais si, mon produit peut être parfait, mais il y a toujours des choses à bien. Soit il y a des choses qui ont manqué dans le processus. En tout cas, ce sont des signes quand même où il faut s'alerter un petit peu. Voilà, j'en ai terminé sur l'idée 10 heures. Je voulais vraiment m'arrêter à l'heure pile pour vous assurer de ne pas prendre trop le temps. Est-ce que d'autres questions émergent? Non? Bon, si l'atelier vous tente, si vous avez vraiment envie de prendre en main vos sujets, vos offres et de tester un petit peu tous ces outils, de préparer, donc vous pouvez me contacter par email et je vous enverrai les liens d'inscription pour cet atelier-là la semaine prochaine. Par téléphone, si vous préférez, on peut en discuter aussi si vous avez des questions. Je répondrai à toutes vos questions par téléphone avant même l'atelier, même si vous ne venez pas à l'atelier, il n'y a pas de souci.
Voilà. 06 63 12 28 29. Et mail ou téléphone, c'est comme vous le souhaitez. Vous aurez la présentation d'aujourd'hui disponible, donc vous pourrez revenir sur les éléments que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui. Et puis, eh bien, j'espère que ça aura été utile pour vous en tout cas. Merci beaucoup Valérie. Effectivement, donc il y aura le replay de la vidéo en ligne sur le site internet de l'UPE d'ici cet après-midi ou demain grand maximum, ainsi que la présentation de Valérie. Ah super, et Solène, elle nous a mis le lien pour que vous puissiez cliquer dessus et retrouver tous les replays de toutes les vidéos que nous organisons. On a Emmanuel, Valérie qui veut t'appeler d'ici demain si tu es d'accord. Oui, bah bien sûr, pas de souci. Je suis là pour répondre à vos questions. Si ce n'était pas suffisant, n'hésitez pas à me challenger aussi pour vous donner encore plus de matière. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à tous les participants. Si jamais vous avez d'autres questions, vous avez toutes les coordonnées de Valérie. Et sinon, avec Solène, n'hésitez pas à nous envoyer, puis on transmet à Valérie. Nous, on reste à votre entière disposition en cas de besoin. On a pas mal de visios qui arrivent dans la prochaine et demain. Ouais. Sur relance et développement de votre entreprise, comment rater votre relance en 7 points. C'est pas mal ça. Donc, vous avez demain, vous avez vendredi, vous êtes très nombreux à venir participer aux rencontres économiques et territoriales. Vous êtes près de 200. Le 2 février, on a les Speed Business Meetings, donc spécial Chandler l'après-midi, de 14h30 à 16h. Et pareil, on a beaucoup d'inscrits. Et puis après, on a le planning de tout le mois de février. Merci. Oui, exactement. Donc, on aura plaisir à vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à solliciter Valérie en tout cas. Et je le rappelle encore suffisamment, mais on en parle beaucoup en ce moment. Je suis beaucoup sollicitée sur le sujet. Pensez à utiliser votre budget formation parce que celui de 2020, vous ne pouvez plus l'utiliser. Par contre, celui de 2021, les budgets sont à nouveau accessibles depuis le 1er janvier. Que vous soyez chef d'entreprise, TNS, vous cotisez quoi qu'il arrive pour faire de la formation. Donc là, j'en ai plein qui me demandent est-ce que je peux utiliser mon budget 2020 ? Non, c'est trop tard. Pensez au budget 2021. Et du reste, sachez que je suis data dockée, que j'ai des formations sur mon compte formation aussi. Donc, voilà, c'est hyper important. Un certain nombre d'ateliers qui peuvent être faits grâce à ce biais-là, en tout cas. Oui, et Emmanuel dit pensez à transformer votre DIF en CPS. Ce n'est pas encore fait, oui, parce que vous avez jusqu'au 30 juin exactement. Voilà. Oui. Donc, pensez à utiliser vos budgets, quels qu'ils soient. C'est hyper important de le faire en ces moments un peu plus calmes peut-être pour certains, un peu plus actifs pour d'autres, mais de le faire quand même. Absolument. Merci à vous toutes et tous. On va vous souhaiter une excellente journée. Et merci on vous retrouve très rapidement. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.